Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Les Horizons Russes, dirigée par Philippe Jurkovitch. La collection Les Horizons Russes s'inscrit dans le renouveau d'intérêt pour la Russie et l'espace post-soviétique en général. Elle intègre les domaines politiques, sociaux, culturels et économiques, et peut s'avérer stimulante sur le plan académique et expert, ainsi que susciter l'intérêt d'un public plus large. Composée d'ouvrages inédits qui représentent les différents courants intellectuels, elle est une sorte de terrain pour bâtir la connaissance de l'espace russe des premières mains. Le choix des auteurs est basé sur leur place dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur leur personnalité et leur rôle dans le contexte de la Russie. La collection peut servir aux recherches, à l'expertise, et permet d'approfondir et de compléter les études sur la vie politique, les créations artistiques, les jeux et les enjeux historiques de la Russie. Elle peut être utile aux experts, journalistes et universitaires qui veulent avoir un accès à l'ère russe et russophone. Déjà paru. Elena Vartanova, Les transformations post-soviétiques des médias et du journalisme russe, 2020. Préface. Le parcours politique de Molotov commence avec la création, devenue mythique et par ailleurs assez fortement mythologisée, du parti des bolcheviks puis leur prise de pouvoir, et se termine au soir de l'existence de l'Union soviétique, qui survivra peu d'années au héros de ce livre qui fut l'un de ses architectes. En quoi réside la valeur de cet ouvrage ? En grande partie, dans ce qu'il est écrit par son petit-fils, un témoin oculaire ayant connu Molotov de son vivant, et lui-même un des rares descendants de dirigeants soviétiques à être entré en politique. Le début du livre dessine une fresque quelque peu misérabiliste de la province russe, d'où est originaire le futur ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, puis du chaos bicéphale qui règne à Petrograd durant la période interrévolutionnaire. Vers la fin, l'auteur, représentant de la même génération que moi, expose d'une manière à mon avis saisissante les derniers souffles d'existence d'un État. La scène de la restitution à Molotov de sa carte du parti, celle de l'authentique perquisition qui aura lieu chez l'auteur immédiatement après le décès de son grand-père, représentent deux témoignages tout aussi inestimables d'une époque. Je ne peux m'empêcher de souligner le fait que Molotov, qui fut l'un des architectes de l'Union soviétique, finit également par en être l'une des victimes, puisqu'il eut lui aussi à subir la répression, d'abord dans la personne de sa femme sous Staline, puis avec sa propre disgrâce sous Khrouchtchev. Ma génération de diplomates se forma, puis entra sur la scène de la politique étrangère à une époque où Molotov en était écarté, et où ses détracteurs cherchaient à faire sombrer son nom dans l'oubli. Cela alors que c'est bien à Molotov que revient le titre d'ingénieur de l'ordre mondial d'après-guerre, qu'il fut l'un des pères fondateurs de l'ONU, et que son nom est par conséquent gravé pour toujours dans l'histoire des relations internationales. Malheureusement, dans la conscience collective, le nom de Molotov s'associe avant tout au pacte Molotov-Ribbentrop. Dans ce contexte, on oublie souvent de rappeler que les accords de Munich, d'une teneur similaire, furent conclus par les puissances occidentales à un niveau diplomatique plus élevé encore. Le livre jette un jour inattendu sur les motivations de la direction soviétique pendant la période précédant la guerre, comme sur ses actions lors de l'après-guerre, notamment sur ses efforts en vue d'une Allemagne unifiée, dont Molotov était un chaud partisan. L'auteur du livre, Vyacheslav Nikonov, petit-fils de Vyacheslav Mikhailovitch Molotov, est un spécialiste de la politique internationale reconnu en Russie comme à l'étranger. Il est remarquable que l'on rencontre plus d'une fois dans son ouvrage les termes de soft power. Je voudrais m'arrêter un instant sur ces termes qui paraissent si incompatibles avec l'essence de la période stalinienne. C'est en partie pour un motif pédagogique. L'auteur de ces lignes a occupé les fonctions d'adjointe au secrétaire général de l'UNESCO, d'ambassadrice de la Russie près l'UNESCO, de directrice de l'Institut russe de la coopération. Pour le lecteur francophone, précisons qu'il s'agit de l'équivalent russe de l'Alliance française, et en ces qualités, j'ai eu l'occasion de travailler sur les formes concrètes que prend ce terme dans la pratique. La mission du diplomate suppose une responsabilité toujours plus grande envers les médias de son pays, lesquels s'internationalisent sans pour autant renoncer à diffuser l'ordre du jour spécifique à ce pays, ou une interprétation juste des actualités du moment. Ces dernières décennies, l'influence des agences d'information russes s'est accrue,
au point qu'elle concurrence désormais les médias analogues d'autres pays que sont la BBC, CNN ou Al Jazeera, et qu'elles sont de plus en plus fréquemment citées dans la vie politique des pays occidentaux. Dans ce contexte, Molotov, qui est passé par l'école de la gestion de l'information avec les débuts alors clandestins de la Pravda, laquelle lui a enseigné l'art de déterminer les thèmes porteurs, de trouver l'angle adapté à un auditoire donné et à marquer son style de fonctionnement tout au long de sa carrière, doit servir d'exemple tant à nos diplomates d'aujourd'hui qu'aux employés des organismes internationaux. Peu nombreux sont les chefs de la diplomatie actuelle capables d'attirer le même niveau d'attention du public que Molotov en son temps lors de ses déplacements à l'étranger, où des foules se pressaient en nombres incroyables pour accueillir la délégation soviétique. C'était le cas bien entendu dans les pays du camp socialiste, mais également aux USA. Molotov distribuant les autographes et saluant le public, donnait l'exemple de l'attitude publique d'un authentique diplomate. Il n'est bien entendu pas question ici du soft power du Comintern. Et cependant, indépendamment de l'opinion de chacun sur l'État URSS, l'histoire absolument unique de la diplomatie culturelle soviétique mérite d'être étudiée, depuis les visites en URSS d'écrivains occidentaux jusqu'à l'immense mouvement pour la paix qui rassembla dans l'après-guerre des centaines de milliers de signatures. Le lecteur français apprendra avec surprise et intérêt les détails de la visite de la troupe de la Comédie Française à Moscou, en 1954. Il y découvrira la création du programme d'échange entre étudiants de la Sorbonne et du MGU, si antagoniste au cliché habituel du rideau de fer. Une expérience qui pourrait être très utile entre autres pour analyser la politique culturelle des prétendants actuels au statut de puissance globale, aussi différents soient-ils de l'URSS de l'après-guerre. Le livre consacre bien des pages à la France qui était, selon les termes de son héros principal, la mieux disposée à un travail de partenariat. Le lecteur lira aussi le récit des âpres négociations avec le général de Gaulle, qui éprouva toujours un grand respect pour la Russie qu'il voyait réincarnée dans l'Union soviétique, celui de la Conférence de Paris et de bien d'autres formes d'échanges culturels. Nous espérons que le lecteur français sera heureux d'approfondir ainsi sa connaissance de ces questions. Quoique ce livre soit entièrement basé sur des documents historiques, son style est bien plus littéraire, étant donné qu'il a été écrit par le petit-fils de son personnage principal, Vyacheslav Nikonov, qui a vécu avec son grand-père et a longuement discuté avec lui. J'espère que le lecteur français trouvera dans ce document un grand nombre d'informations utiles et intéressantes, et que peut-être celui-ci fera évoluer la vision qu'il a de certains événements du XXe siècle, dont Vyacheslav Mikhailovitch Molotov fut l'un des artisans. Eleonora Mitrofanova, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie. Introduction. Il est né sous Alexandre III et mort sous Gorbatchev. Il a vécu 96 ans d'une vie immense qui le conduisit du fin fond de la Russie jusqu'au sommet de la politique mondiale dont il prit les rênes. Plus d'une fois il s'est trouvé sur le fil du rasoir, balançant entre la vie et la mort. Secrétaire du comité central du Parti communiste d'URSS à 31 ans, membre du Politburo à 36, Premier ministre à 40, il fut l'un des derniers membres du groupe de Lénine à n'être pas écarté du pouvoir. Tel fut mon grand-père, Vyacheslav Mikhailovitch Molotov. Il m'a porté dans ses bras, et m'a ouvert les yeux sur le monde. Il m'a instruit, couvé, s'est inquiété pour moi. Je lui dois la vie, et pas seulement parce que je suis constitué pour un quart de ses gènes. Lorsqu'en Crimée, âgé de 3 ans, je suis tombé d'un pont dans la mer, il a plongé, m'a arraché au fond marin, ranimé. Intelligent, fervent, inflexible, organisé, érudit, il savait tout sur tout. Bien entendu, j'ai eu une éducation et des conditions de vie très différentes des siennes. Mon grand-père a fait partie de la génération inflexible des bolcheviks. Il était un roc, un bloc de granit. Quant à moi, j'appartiens à une génération qui dans sa jeunesse s'intéressa plus aux Beatles et appelait. J'ai souvent été tensé par mon grand-père pour diverses idées dissidentes ou opportunistes. Je me suis permis de me moquer sans trop de subtilité de ses façons désuètes. Nous appartenions vraiment à des générations très différentes. Je ne considère pas comme juste tout ce qu'a fait et dit mon grand-père. Au demeurant, ce n'est pas à moi qu'il revient de le juger. Molotov n'a pas eu de chance avec ses biographes.
Pendant la période stalinienne, de nombreux travaux ont été écrits par des thuriféraires, parmi lesquels la fameuse biographie brève, publiée à l'occasion du cinquantenaire de la naissance de mon grand-père, laquelle faisait de lui un héros de la geste communiste. À l'Ouest, on ne commença à entendre parler de Molotov que dans les années 1930, et uniquement par les travaux des migrants, au sein desquels la figure d'autorité principale fut Léon Trotsky, un homme qui lui voit une haine presque pathologique. La situation s'est modifiée pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Molotov devint le chef de la diplomatie soviétique et entra dans le champ de vision d'un plus grand cercle d'auteurs assez influents et observateurs. Vyacheslav Molotov, un homme aux capacités exceptionnelles et d'un impitoyable sang-froid, peut-on lire dans les mémoires de Winston Churchill. Parvenu à un âge avancé, je me réjouis de n'avoir pas été soumis aux contradictions qu'il a subies. J'aurais carrément préféré ne jamais naître. En ce qui concerne sa conduite de la politique étrangère, je crois que Sully, Talleyrand et Metternich l'accepteraient volontiers dans leur cénacle, pour peu qu'existe un au-delà que se permettraient les bolcheviks. Le secrétaire d'État John Foster Dulles remarquait quant à lui, observateur des actions de tous les grands dirigeants mondiaux de notre siècle, à commencer par les participants de la conférence de paix de La Hague en 1907, je n'ai jamais rencontré personne qui maîtrisât l'art de la diplomatie comme Molotov. En URSS, après le conflit qu'il eut avec Khrouchtchev en 1957, le concert de louanges fut d'abord remplacé par la critique puis par un quasi-oubli. Après son exclusion du parti, le nom de Molotov disparut de la littérature historique, même spécialisée. Cet ouvrage se nourrit d'archives, de mémoires, de coupures de presse, mais aussi de nombreuses péripéties historiques racontées par mon grand-père lui-même. Il ne s'agit pas d'une autobiographie, puisqu'il n'a pas écrit de mémoire, même si une rumeur tenace a un temps affirmé le contraire. On s'est d'ailleurs souvent adressé à lui dans l'espoir de se procurer un exemplaire de ses souvenirs soi-disant en instance de publication. Leur titre putatif avait déjà été formulé, 30 ans avec Staline. À cela Molotov répondait invariablement, « Si vous en trouvez en librairie, n'oubliez pas de m'en prendre un exemplaire. » Lui-même avançait 3 raisons pour lesquelles il s'était abstenu d'écrire ses mémoires. La première était qu'il n'avait pas accès aux archives. La seconde est que Molotov ne voulait pas écrire un livre qui ne serait pas lu. Il était convaincu que ses mémoires ne seraient jamais publiées par qui que ce soit. D'ailleurs, pas une ligne écrite de sa main dans les 3 dernières décennies de sa vie ne l'a été. Enfin, le troisième argument, qui me semblait à moi peu convaincant, mais qui était particulièrement important aux yeux de mon grand-père, Lénine et Staline n'ont pas écrit de mémoire. Ce n'était pas l'occupation d'un vrai révolutionnaire, lequel se doit de regarder en avant et non en arrière. Il y avait une autre raison, non formulée celle-ci, pour expliquer l'inexistence de cette autobiographie, la prudence. La famille de Molotov, ennemie du parti, était en disgrâce. De toute évidence, il craignait de confier au papier des faits ou des pensées qui auraient pu valoir à ses proches un surcroît de difficultés. La question qui vient naturellement à l'esprit est la suivante. Le livre que vous tenez entre vos mains peut-il être objectif ? La réponse est non. Et ma seule justification en est que de toute ma vie, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire un seul livre qui le fût. Tous sont subjectifs par définition, puisqu'ils furent écrits par des humains. Chapitre I. Le REVOLUTIONNAIRE 1890 à 1917. Les gars de Viatka ont sacrément de la poigne. Vyacheslav Molotov. Nous sommes de Viatka. Mon grand-père avait coutume de citer un grand nombre de maximes de son enfance. Nous, les gars de Viatka, on a sacrément de la poigne. Il aimait sa terre, le terroir dont il était issu, et il lui arrivait de l'évoquer avec une chaleur peu courante chez lui. Viatka se situe à 900 km au nord-est de Moscou, et touche au contrefort de l'Oural. C'est là que furent envoyés les insurgés de Novgorod, dans une région qui ne connut pas le servage. L'histoire a fait des habitants de la région des gens fiers et entreprenants, épris de liberté, indépendants, énergiques et mobiles. À la fin du XVIIIe siècle, alors que Viatka obtenait le statut de capitale du gouvernorat, elle se créa des armoiries. Une main émerge des nuages sur fond d'or, tenant un arc bandé avec une flèche et par-dessus une croix.
Une symbolique qui fut reprise dans les armoiries de toutes les villes libres de la région, et notamment de Nolinsk où elle se complétait d'un cygne volant sur fond d'azur. C'est justement cette ville que Molotov considérait comme son berceau. Les registres de l'église Saint-Nicolaï de Nolinsk font mention, en l'année 1754, de l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Molotov, le serf émancipé Cyril Afanassiev Skryabine et des 3 autres membres de sa famille. À partir de là, on suit facilement sa descendance jusqu'au père de Molotov, Mikhaïl Prokhorovitch. Assez éduqué, il est diplômé d'un institut d'études commerciales et ne manquant pas d'intelligence, Mikhaïl Skryabine chantait dans la chorale de l'église, une occupation à laquelle il vouait un grand sérieux, commandant par courrier des notes et des partitions depuis la capitale régionale. Il participa à des spectacles amateurs mis en scène par le théâtre de Nolinsk, et était un visiteur régulier du club prestigieux Société de la Sobriété, où se rassemblaient des fonctionnaires des administrations municipales et régionales, des enseignants et des marchands. Souvent pour boire un coup. C'est lors de ces soirées dans le parc municipal de Nolinsk que Mikhaïl Prokhorovitch fit la connaissance de la jeune Anna, fille d'un nouveau riche établi là, Yakov Nebogatikov. Fils de soldat, il a débuté dans la vente de guenilles, pour finir par établir la maison de commerce Yakov Nebogatikov, où l'on vendait de la toile, des produits d'épicerie et de droguerie, avant d'ouvrir une fabrique de tabac, d'acquérir une compagnie fluviale, des chantiers navals, puis de construire une digue équipée d'un débarcadère, d'un restaurant, de cafés et de diverses boutiques où il organisa une criée et une production de poissons fumés. Le 9 janvier 1880, furent célébrées les noces d'Anna Nebogatikova et de Mikhaïl Skryabine. Au début, le père de la mariée mit à leur disposition 2 pièces de sa maison, puis les jeunes mariés s'établirent dans une maison à 2 étages située à Nolinsk. Ensuite, Mikhaïl se vit confier la direction d'une entreprise familiale située dans la vallée de Koukarka, aujourd'hui la ville de Sovietsk, lancée par son beau-père. La famille Skryabine devait rapidement s'étoffer. L'aîné naquit en janvier 1881, et il fut nommé Mikhaïl en l'honneur de son père. En 1883, il reçut un petit frère, Victor. Ensuite vint une sœur, Lydia, mais elle mourut au bout de seulement 4 mois. En 1886, un 3e fils, Nikolaï, vit le jour, suivi d'une fille, Zinaïda, 1 an plus tard. Ensuite Mikhaïl Prokhorovitch et Anna Yakovlevna donnèrent naissance à une nouvelle série de garçons qui allaient grandir en très étroite compagnie. Après Vladimir, le 24 février, le 9 mars selon le nouveau calendrier, 1890, la famille accueillait son 7e enfant. Il fut baptisé le lendemain même à l'église de l'Assomption de la vallée de Koukarka, du nom de Vyacheslav. Plus tard, les Skryabine allaient encore donner naissance à 3 autres enfants, Sergueï, Alexandre et Olga. Mais les 2 derniers moururent en bas âge. Vyacheslav, à en croire ses frères et sœurs, était un enfant fougueux, dégourdi, fort. Pas bagarreur, mais ne laissant personne lui marcher sur les pieds. Il lui arrivait de bégayer un peu aux premières syllabes, des mots les plus longs. En 1898, la famille Skryabine revint s'installer à Nolinsk, et Vyacheslav entra à l'école communale pour 3 ans de gymnase. On ne peut pas parler d'un climat idyllique dans la famille Skryabine. Le père de famille, quand il avait bu plus que de raison, avait coutume de frapper Vyacheslav et ses frères. La mère défendait sa progéniture, et alors les colères de Mikhaïl Prokhorovitch se tournaient contre elle. Pourtant les enfants gardent dans l'ensemble un bon souvenir de leur père qui leur fit découvrir le chant et la musique. Tous faisaient partie de la chorale scolaire et de celle de l'église. C'est bien sûr leur mère qui joua le rôle d'éducatrice principale, une femme généreuse, empressée, sans cesse préoccupée par les difficultés de sa nombreuse descendance. De formation littéraire, elle lisait beaucoup, et notamment à haute voix pour ses enfants. Elle parlait le français, jouait passablement du piano. C'est elle qui poussa ses enfants à jouer d'instruments de musique. Vyacheslav aimait particulièrement la mandoline et le violon. En 1901, Vyacheslav Skryabine reçut son diplôme avec mention de l'Institut de Nolinsk, et l'année suivante sa mère l'accompagna à Kazan pour lui faire suivre des études plus poussées. Ils s'installèrent chez une parente lointaine, et sa pauvre bâtisse de la rue Georgievski qui comportait une large cour et dont le portail ne fermait jamais, devint pour 3 ans le domicile de Vyacheslav et de 3 de ses frères.
Nikolaï Skryabine étudiait déjà à la faculté de droit de l'université de Kazan, et son frère Vladimir allait bientôt le suivre. Contrairement au gymnase qui donnait la priorité aux humanités, l'école normale mettait l'accent sur une formation généraliste, adaptée aux besoins pratiques et visant à l'acquisition de connaissances techniques. Vyacheslav Skryabine s'attaqua avec enthousiasme aux arides matières scientifiques, obtenant chaque année un bulletin de félicitations pour bons résultats et bonne conduite. Mais à cette époque, la musique l'occupait tout autant que ses études. Il était fan de Beethoven, dont un portrait était affiché au-dessus de son lit. Il aimait aussi les chansons folkloriques russes, qu'il fredonnait souvent à mi-voix. Il dansait également assez bien lors des soirées de l'école. Pendant les vacances d'été, il rentrait chez lui à Nolinsk, où il aimait se baigner dans la rivière Vaux et bronzer sur ses berges, soit se promener un livre à la main dans les collines boisées des alentours, dans les champs de blé parsemés de bleuets, accueillir les baies et les champignons qui abondaient. En hiver, c'était la saison de la luge, des boules de neige et des balades en ski de fond dans les étendues enneigées, des discussions du soir, de la relecture de ses auteurs favoris, Mann-Reed, Fenimore Cooper. L'esprit de ses aventures romanesques l'enfiévrait. Molotov affirmait que c'était en premier lieu ses lectures d'ouvrages littéraires, en particulier de Tchekhov, qu'il avait lancé dans l'action révolutionnaire. L'attention touchante portée aux plus faibles, les réflexions sur la fragilité de la vie écrasée et soumise, entre la pauvreté et l'arbitraire de l'État, la poursuite d'un sort meilleur, comprimaient son cœur, faisaient bouillir son indignation contre l'ordre établi. Et c'est pourquoi il lui paraissait si important tant de parler à ces adultes incompris, qui pour cette raison se bardaient de qualificatifs séduisants, tels que sociodémocrate et socialiste révolutionnaire. Le nom de la personne qui propulsa Molotov sur l'orbite de la lutte révolutionnaire est Andrei Kouletcha, l'un des leaders du mouvement social-démocrate de Kazan. Celui-ci était marié à la cousine de Vyacheslav Skryabine, Lydia Tchirkova. Kouletcha a été déporté en Sibérie, d'où il s'échappa pour s'installer clandestinement près de sa femme à Kazan. Vyacheslav devint un visiteur régulier du couple, dont il buvait inlassablement les paroles. La révolution débuta en Russie en 1905. Des manifestations organisées balayèrent tout le pays, accompagnées de grèves et de heurts sanglants entre les manifestants et la police. La défaite militaire contre le Japon suscita une explosion de mécontentement et des mutineries importantes dans la flotte de la mer Noire. 3 amis et condisciples inséparables se retrouvaient à toutes les manifestations. Vyacheslav Skryabine, Alexandra Rozev, issu d'une famille bourgeoise, et Nikolaï Maltsev, fils de fonctionnaire. Drapeau rouge barré du mot liberté, slogan à bas l'autocratie, chant de la Marseillaise. Le gouverneur de Kazan décréta l'état de siège, et les rues s'emplirent de policiers et de patrouilles militaires. Vers le milieu du mois de septembre survient un drame. Un de ses condisciples, ayant reçu un 0 pointé en mathématiques, se tire une balle dans la tête. Pendant 2 jours, les élèves manifestent contre la sévérité du régime scolaire. Le 3e jour, ils se retrouvent à l'enterrement de leurs camarades. La foule entonne la Marseillaise. Un tramway se trouve là, et un des jeunes gens y grimpe pour haranguer les manifestants d'une voix un peu hésitante, avant de conclure son discours par l'exclamation « à bas l'autocratie ». C'est ainsi, d'après la description d'Arozev, que Vyacheslav Skryabine endossa pour la première fois son costume de tribun révolutionnaire. Il allait bientôt rejoindre les cercles clandestins qu'organisaient à l'école normale les élèves des classes supérieures, dont l'un en particulier était Viktor Tikhomirnov. Son père, un propriétaire terrien et notable de Kazan, lui avait laissé en mourant un héritage conséquent. Le manifeste d'octobre, édicté le 17 octobre 1905 par le tsar Nikolaï II, promettait de nouvelles libertés et la dissolution de la Douma. À Kazan, il fut accueilli par un soulèvement armé. S'ensuivirent des rafles et des arrestations en masse. Kouletcha fut arrêté, et Vyacheslav ne le revit jamais. Les écoliers retournèrent à leurs études et firent mine de s'y consacrer exclusivement. À l'été 1906, la cousine Lydia, qui restait sans nouvelles de son mari et qui était revenue à Nolinsk, invita à nouveau Vyacheslav à une réunion clandestine de leur organisation social-démocrate. On y discuta de l'opportunité de boycotter les élections à la Douma,
ainsi que le préconisait le leader bolchevique Vladimir Lénine. Une résolution fut adoptée, et c'est le jeune Scriabine qui fut chargé de la polycopier et de la distribuer. C'est à partir de cette même réunion que Molotov se considérait comme appartenant au Parti ouvrier social-démocrate de Russie, le POSDR ou Parti bolchevique. De retour des vacances d'été, le cercle clandestin s'organisa en syndicat étudiant révolutionnaire. Il se rassemblait chez Tikhomirnov ou chez Maltsev, lisait les ouvrages des penseurs politiques russes tels que Mikhailovski, Lavrov, mais aussi étrangers comme Kautsky, Nietzsche, Marx, Engels, Van der Velde. Les samedis soirs étaient dédiés à la littérature, et on y discutait les œuvres récentes de Maxime Gorky, Léonid Andreïev ou encore Alexandre Kouprine. Le 7 juin 1908, Vyacheslav Scriabine achevait brillamment son cycle d'études primaires de 6 ans avec seulement 2 passables, en français et en dessin. Devant lui s'ouvrait un boulevard vers la fonction publique. Mais Vyacheslav préféra poursuivre études en intégrant la 7e classe de l'école normale, celle qui préparait à des études universitaires. De plus en plus de gens apprenaient l'existence du syndicat révolutionnaire, et parmi eux les mouchards des services secrets. Vyacheslav fit l'objet d'une surveillance discrète. Le 21 mars 1909, la maison Scriabine fut perquisitionnée. On y découvrit des preuves de la participation de Scriabine, sous le surnom de l'oncle, au comité directeur local du mouvement social-démocrate. Avec Tikhomirnov, Arosev et Maltsev, il se retrouva à la prison du gouvernorat. Sa famille, mais aussi ses événements d'enfance et de jeunesse, tout cela aura contribué à forger le caractère de Molotov. Parmi les cadets de la famille, il grandit comme enfant introverti, plutôt enclin à l'introspection qu'au contact avec les autres. Il avait des manières réservées, polies, il savait garder son sang-froid. Il était sans aucun doute, talentueux et curieux de tout. S'il n'assimilait pas facilement les connaissances, cela était compensé par une force de travail peu commune, par une autodiscipline de fer, un caractère organisé, précis jusqu'au pédantisme, et extrêmement têtu. Il n'était pas un orateur extraordinaire, ce qui est logique pour quelqu'un qui bégayait légèrement et avait honte de ce défaut d'élocution. Depuis l'enfance, on voyait apparaître chez lui un certain esprit d'ironie moqueuse. La police ne put rien tirer de lui. Déporté. L'arrestation de Vyacheslav provoqua avant tout la consternation dans sa famille. L'écolier le plus brillant, à quelques jours seulement de la remise des diplômes. Fin juin, il reçut sa sentence, résidence surveillée pour 2 ans sous contrôle policier dans le gouvernorat de Vologda. Scriabine et Arosev furent envoyés à Totma, une petite ville proprette située au milieu de collines boisées. Les modalités de la résidence surveillée dépendaient en grande partie de l'attitude des personnels de gendarmerie de la localité. Certains allaient jusqu'à autoriser les promenades à l'extérieur de la ville, la chasse. Cela était surnommé les mencheviks. Il eut la chance de tomber sur des surveillants majoritairement d'obédience menchevique. La bibliothèque municipale répondait pratiquement à tous les besoins des jeunes déportés. En septembre arriva à Totma la nouvelle selon laquelle Tikhomirnov avait été autorisé à quitter la Russie. Arosev, qui ne tenait pas en place, décida de l'imiter en s'évadant avant d'aller le rejoindre à Liège. Scriabine, quant à lui, bien qu'ignorant tout de l'évasion d'Arosev, fut envoyé en punition vers le nord, à Solvitchegodsk, un lieu réputé comme l'un des pires pour les déportés. Il y fut installé dans la même maison que le révolutionnaire socialiste Surine. Dans une lettre à Maltsev, il décrit comme suit son quotidien. « Je vis désormais au milieu des manuels et des bouquins, je suis occupé chaque jour et toute la journée. J'ai un élève, un ouvrier polonais, je lui enseigne la grammaire, l'arithmétique. Ah oui, j'en ai un autre aussi que je pourrais appeler mon élève, c'est mon colocataire. Je lui fais étudier de temps en temps l'algèbre et depuis le Nouvel An le français. Pour les nouvelles, je lis, mais très irrégulièrement, Le Matin de Russie, les nouvelles de Russie et La Parole, je traduis du français. Je me repose en jouant du violon. Ah, la musique Nikolaï. Que j'aimerais terriblement entendre une musique sérieuse. Imagine au théâtre une symphonie de Beethoven, quel bonheur. Ou dans les salles du palais. Avec toi, avec Alexandre et Vitali, écouter de la musique. À Solvitchegodsk, Scriabine se tint à carreau,
espérant obtenir l'autorisation de passer en externe l'examen de l'école normale de Vologda. Ce zèle était bien vu. Un déporté désireux de faire des études, c'était un condamné qu'on pouvait espérer voir reprendre le droit chemin. Le gouverneur lui octroya l'autorisation d'une visite temporaire à Vologda, en vue du passage d'un examen. Scriabine obtint un laissez-passer dans lequel étaient décrits les signes particuliers de son titulaire. Taille, 2 archines 6,5 vertchox, 170 cm, visage uni, cheveux, sourcils, moustache châtain foncé, yeux marrons, nez, bouche et menton, ordinaire. Signes particuliers, néant. À Vologda, Scriabine retrouva enfin son ami Nikolaï Maltsev, lequel avait également obtenu l'autorisation de passer l'examen. Le 4 juin 1910, le conseil pédagogique de l'école décida de délivrer un brevet de fin d'études de 7e classe aux candidats libres Maltsev Nikolaï et Scriabine Vyacheslav. La route de l'université leur était ouverte. Mais il leur restait à effectuer une année de résidence surveillée. Scriabine et Maltsev font une nouvelle demande écrite, sollicitant cette fois la permission de rester à Vologda pour y passer un examen supplémentaire, de latin. Leur astuce fonctionna. Ils lisaient énormément. Ces soirées, Vyacheslav les consacrait à son gagne-pain, la musique. Je me souviens de l'humour avec lequel mon grand-père racontait comment il joua de la mandoline dans le restaurant de la gare, intégré à une troupe de musiciens de Saint-Pétersbourg en tournée. Lorsque s'ouvrit le premier cinéma de Vologda, il y travailla en tant qu'accompagnateur. Si tout allait bien en termes d'études en autodidacte et sur le plan matériel, sur le front révolutionnaire, les choses étaient plus compliquées. À l'orée des années 1910, le Parti russe des ouvriers sociodémocrates et ses filiales à l'étranger étaient embourbés dans une lutte de factions. Lénine et ses partisans les plus proches, Grigori Zinoviev, Radomyslski de son vrai nom, et Lev Kamenev, Rosenfeld, étaient en froid avec toutes les autres tendances du parti. Léon Trotsky, Bronstein, avait entrepris une campagne de réconciliation de ces différentes familles sociodémocratiques désunies. C'est à ce moment que Viktor Tikhomirnov fit la connaissance de Lénine, en lui proposant non seulement ses services en tant que secrétaire bénévole, mais aussi de l'argent afin de publier en Russie une gazette bolchevique. Les publications socialistes envoyées de l'étranger par Tikhomirnov arrivaient à Vologda, où elles étaient diffusées par Scriabine parmi les ouvriers de la région. Une lettre lui parvint de Solvitchegodsk, écrite par son ancien voisin Surine, l'informant de l'arrivée d'un nouveau déporté du nom de Staline, que les sociodémocrates de l'endroit surnommaient le Lénine caucasien. Sa sentence de résidence surveillée arrivait à son terme. Mais Scriabine ne se doutait pas à quel point il était proche d'un nouveau coup dur. Les amis à lui faisaient l'objet d'une filature. Dans le dossier de police, Vyacheslav était surnommé le coureur, probablement en raison de son habitude de marcher vite. La direction de la police de Vologda en savait long sur son compte. Se distingue par sa profonde connaissance du programme social-démocrate et des ouvrages y ayant trait, ainsi que par des dons d'organisateurs. A cherché à établir à Vologda une fraction social-démocrate et de coordonner les travaux des sociodémocrates dans tout le gouvernorat. A procédé à des quêtes en faveur de politique. A rédigé la proclamation du 1er mai. Un activiste sérieux. 24 heures avant l'expiration de sa peine de résidence surveillée, Scriabine vit son appartement perquisitionné. Heureusement pour lui, rien de suspect ne fut trouvé. Enfin libre. Avec ses amis, il s'empressa de quitter Vologda pour s'installer sur la Volga près de Saratov, où il rencontra Tikhomirnov. Ce dernier lui parla de Lénine et de ses plans visant à constituer un journal bolchevique. Évidemment, il fallait faire un journal. Et le faire dans la capitale. C'est sous les traits d'un révolutionnaire endurci qu'il arriva à Saint-Pétersbourg. L'historien américain Adam Ulam écrit que Molotov produisait l'impression d'un homme né avec pince-nez et en costume de pièce. Le costume et le pince-nez apparaîtront plus tard, lorsqu'il entrera dans l'arène internationale. Pour l'instant, Scriabine préférait porter des tuniques traditionnelles russes ou son uniforme d'étudiant, bien conforme à sa vision simple et spartiate de la vie. Son caractère s'enrichissait d'un courage n'allant pas jusqu'à la témérité, conjugué à un sens du secret hypertrophié, en particulier avec les inconnus, et une prudence extrême.
Sa foi inébranlable en la véracité des idées marxistes, sa fidélité aux objectifs du parti, touchaient presque au fanatisme. Le pravdiste. Vyacheslav a choisi le département économie de l'Institut polytechnique de Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand. Plusieurs professeurs mondialement connus y enseignaient. Le professeur d'histoire de l'économie était l'éminent philosophe et économiste Piotr Struve. Le légendaire Nikolaï Karpev lisait le cours d'histoire universelle. Mon grand-père se rappelait également avoir suivi les enseignements du célèbre historien et économiste Mikhaïl Tougan-Baranovski. Et Saint-Pétersbourg était à la hauteur des exigences les plus raffinées en matière artistique. Avec son frère Sergueï, qui étudiait à l'Institut de psychoneurologie, il allait écouter les fameux concerts symphoniques de Knoutchevitsky et de Chaliapine. Il trouvait le temps aussi de participer à des soirées entre étudiants avec musique moderne et danse. Mais pas seulement. Scriabine s'avéra une recrue particulièrement précieuse pour les cercles bolcheviques estudiantins. Il dirigeait des clubs marxistes clandestins. L'un d'entre eux comprenait le futur chef du gouvernement soviétique Mikhaïl Kalinin. Fin 1911, Lénine convoqua à Prague la 6e conférence du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, pour y constituer un comité central exclusivement bolchevique qui ne fut pas reconnu par les autres sociodémocrates. L'une des décisions prises lors de la conférence de Prague fut d'organiser la publication d'un quotidien à large diffusion. C'est à ce moment que parut à Saint-Pétersbourg Staline, qui venait de s'évader de Solvytchevodsk. C'est lui qui se chargea d'organiser l'imprimerie du parti, laquelle était à l'époque prise en charge par le journal Zvezda, l'Étoile. Début 1912, un nouvel employé faisait son apparition au journal, Vyacheslav Scriabine. Le journal était financé, comme plus tard la Pravda, par Tikhomirnov. C'est par sa recommandation que l'étudiant de première année Scriabine devint journaliste au parti. C'est à la mi-avril qu'eut lieu la première rencontre en personne entre Molotov et Staline. Elle se tint dans l'appartement d'un dentiste, après quoi Staline fut hébergé provisoirement chez Scriabine. Ils ont surtout parlé du montant du loyer des locaux de la rédaction et du choix de l'imprimeur. Le jour de publication du premier numéro de la Pravda, le 22 avril, Staline fut arrêté et envoyé en Sibérie. Le 22 mai, ce fut au tour du secrétaire responsable de la rédaction, Fyodor Raskolnikov, d'être expulsé à l'étranger. Juste avant son départ, Raskolnikov est revenu à la rédaction de la Pravda pour faire ses adieux à ses collègues. Dans ces pièces étroites, l'air sentait le renfermé et la fumée de cigarettes. Le secrétaire de la Pravda qui me remplaçait était mon camarade de la fraction bolchevique de l'Institut polytechnique Vyacheslav Mikhailovitch Molotov, Scriabine. Le principal souci du secrétaire responsable fraîchement nommé consistait à protéger la rédaction des poursuites de la police et de la censure. Au total, dans les années 1912 à 1914, la Pravda changea 10 fois d'éditeur officiel et connut 44 rédacteurs en chef, la plupart d'entre eux ayant quitté le poste en raison d'une arrestation. Rien que pendant sa première année d'existence, le tirage du journal fut confisqué 41 fois. Scriabine entra en correspondance avec Lénine. Presque chaque jour, de lourds colis parvenaient à la Pravda, qui contenaient les articles et de brèves instructions de Volumi Lénine. Les relations entre le leader bolchevique et le collectif de rédacteurs de la Pravda n'étaient pas simples. Le secrétaire responsable et les rédacteurs du journal eurent souvent à rectifier les articles de Lénine, voire parfois à les exclure du numéro, et ce pour plusieurs types de raisons. La première était la censure. Lénine ne prenait pas toujours en compte ce qui était permis et ce qui était interdit de publication. La seconde avait trait au lectorat du journal. Les articles de Lénine, en particulier ceux qui détaillaient les complexités théoriques des conflits au sein du Parti social-démocrate, étaient souvent incompréhensibles pour un public ouvrier. La troisième était conjoncturelle. L'actualité rendait rapidement obsolètes ses écrits. Ce travail de rédaction et de mise en page de la Pravda, qui constituait sa première expérience littéraire, laissa une empreinte profonde dans le style rédactionnel de Molotov et dans le caractère de son argumentation. Mikhaïl Smirtioukov, qui fut pendant plusieurs décennies administrateur au Conseil des ministres de l'URSS,
remarquait que l'habitude de rectifier et de couper tout texte qui lui tombait sous la main avait été prise par Molotov pour toujours. Il avait développé un style lapidaire, sobre, qui ne laissait pas de place aux fioritures. À l'automne 1912, l'attention des pravdistes se tourna vers l'élection des députés de la Douma. Afin d'organiser le scrutin, le comité bolchevique de Saint-Pétersbourg fut créé. Le chef du département de la sécurité de Saint-Pétersbourg, le colonel von Kotten, par recoupement de renseignements et par un travail de filature, parvint à identifier les membres du comité directeur de la fraction des bolcheviks léninistes, auquel appartenait l'étudiant en polytechnique Vyacheslav Mikhailovitch Skryabine, surnommé le grillé par les enquêteurs. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, une escouade de police s'engouffra dans son logement, mais il se trouvait alors à la rédaction et put être prévenu in extremis. Il fonça en fiacre jusqu'à la gare de Finlande, prit le premier train jusqu'à Helsinki. Parti sans argent, il dut revenir au bout de 2 semaines. Désormais, Skryabine était entré dans la clandestinité. Il trouva à s'installer dans le quartier nord-est de la ville, où il s'enregistra à l'aide d'un passeport prêté. Il préférait rester isolé, le plus souvent à la bibliothèque publique. C'est là qu'il écrivait des articles pour la Pravda sous le pseudonyme Asvanov. Officiellement, Skryabine est resté secrétaire de la rédaction jusqu'à la réunion des membres du comité central à Cracovie, à la veille du Nouvel An 1913. Lénine s'en prit principalement à Staline et à Molotov. Ainsi que le souligne Hélène Carrère d'Ancos, ils furent traités de tocards et remplacés par Sverdlov, qui remit le journal sur les rails définis par Lénine. Skryabine poursuivit pourtant sa collaboration avec la Pravda, sous la double casquette de journaliste et de membre du comité de Saint-Pétersbourg. La police continuait de les traquer. Pour un temps, Skryabine partit se réfugier à Kazan. À son retour à Saint-Pétersbourg, il faillit être arrêté. Il avait été suivi à la gare. Il dut se loger en banlieue, d'où il continua d'écrire pour la Pravda. Et pourtant, Skryabine finit toutefois par tomber aux mains de la police de Saint-Pétersbourg et le gouverneur de la ville le condamna à 3 mois d'arrêt de police. Il fut d'abord mis en détention préventive à la maison d'arrêt de la rue Spalerneia, puis au commissariat Spassky. À sa sortie de prison, le 2 juillet 1913, Skryabine s'en retourna dans sa ville d'origine, à Nolinsk. L'automne venu, il passa les examens qu'il avait négligés à l'Institut. Mais il dut interrompre une fois de plus ses études. Accusé lors du procès du comité pétersbourgeois du Parti social-démocrate ouvrier, il fut fouillé et arrêté le 7 décembre. Faute de preuves suffisantes, il s'en tira à bon compte cette fois-ci et retrouva rapidement la liberté, quoique sous une surveillance étroite de la police. Mais pendant la nuit du 21 au 22 avril 1914, il fut procédé dans les universités à une rafle de liquidation de la fraction estudiantine du mouvement social-démocrate. Le voilà qui retrouve son cher commissariat Spassky. Skryabine fut banni de Saint-Pétersbourg avec interdiction de résidence dans toutes les capitales de gouvernorat. Il rentra donc à Nolinsk. Cependant, il revint bientôt, en toute illégalité, à Saint-Pétersbourg, où il reprit ses activités clandestines et journalistiques. C'est à l'été 1914 que remonte l'apparition de son pseudonyme, Molotov. Un nom de famille à la consonance prolétarienne, de la racine molo, le marteau, propre à en imposer aux travailleurs qui se méfiaient des membres du parti issus de l'intelligentsia. Une autre raison, plus prosaïque celle-ci, le guida dans son choix. Ce nouveau pseudonyme était plus facile à prononcer que Skryabine, dont l'amorce en 3 consonnes à la suite le faisait parfois bégayer. De la Sibérie au Comité central. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité éclata une guerre mondiale. La Triple Entente, composée de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la France, à laquelle virent plus tard s'ajouter entre autres les dominions britanniques, le Japon, les USA, s'engageait dans un duel contre la Triple Alliance qui comprenait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et plus tard la Turquie. Dans tous les pays, les opposants, y compris les plus farouches, se rallièrent pour soutenir leur gouvernement. Tous sauf Lénine. Réfugié en Suisse, le leader bolchevique était parvenu à la conclusion que le moindre mal serait une défaite de la monarchie tsariste et de ses armées, et la transformation de la guerre impérialiste actuelle en une guerre civile.
À Saint-Pétersbourg, rebaptisé par la germanophobie ambiante en Pétrograd, le mouvement bolchevique n'avait plus aucune possibilité d'agir dans la légalité. Les 5 députés qui composaient la fraction bolchevique de la Douma avaient été arrêtés. Le comité de Saint-Pétersbourg, lequel, contrairement à la ville, n'avait pas été rebaptisé, en signe de résistance aux humeurs nationalistes du moment, faisait profil bas. Le 24 décembre, Scriabine était radié de l'Institut après que ce dernier eut reçu du département de la sécurité la liste des étudiants, bannis de la ville pour manque de fiabilité politique. Il partit pour Moscou. Le département de la sécurité de Moscou s'est rendu compte, à partir de l'arrivée de Scriabine, d'une élévation du niveau d'activité des mouvements sociodémocrates clandestins, et du fait qu'on parlait de plus en plus à Moscou de la création d'une organisation des sociodémocrates. Une conférence du Parti ouvrier social-démocrate avait été prévue pour le 6 juin, mais dans la matinée qui précéda son ouverture, Molotov fut arrêté. Pour la dernière fois de sa vie, il n'allait plus être pris. Au commissariat de la sécurité de Moscou, il refusa de répondre à quelque question que ce soit. Il tenta même de s'échapper en sautant par une fenêtre. Scriabine fut alors envoyé à la prison de Taganka. Sa sentence lui fut notifiée le 31 juillet 1915, déportation en Sibérie dans le gouvernorat d'Irkoutsk. Il fut envoyé vers l'Est en compagnie de criminels, pour un parcours parsemé de nombreuses étapes dans les diverses prisons situées sur son trajet. Lorsque plus tard on demandait à Molotov dans quelle prison il avait séjourné, il répondait avec justesse, dans toutes les plus importantes. À Irkoutsk, leurs affaires furent chargées sur des chariots que les prisonniers durent suivre à pied. Cet automne-là, par chance, c'était plutôt doux, et ce n'est que sur la fin de cette marche de 200 km que l'on eut besoin de traîneaux. « Pas mal cette promenade !» s'exclamait parfois mon grand-père en évoquant son périple. L'uniforme de l'Institut Polytechnique avec grade et blason qu'il portait pendant son voyage le protégeait mal du froid. Le régime pénitentiaire, à Manzourka, était relativement relâché. La surveillance policière se limitait à une visite mensuelle aux surveillants attitrés. Ils vivaient pratiquement en commune. Molotov, avec les autres hommes, coupait du bois, nettoyait les chambrées, tandis que les femmes préparaient les repas. Tous faisaient caisse commune. Les déportés organisaient régulièrement des discussions politiques, dans lesquelles ils argumentaient passionnément à n'en plus finir. Tenter une évasion de Manzourka en hiver était considéré comme suicidaire. Molotov se préparait à s'évader au printemps. En mai 1916, alors qu'il se rendait en calèche à Irkoutsk, il put y attraper un train. Son itinéraire en quittant Irkoutsk passait par Kazan, où il retrouva Tikhomirnov, lequel revenait de Suisse où il avait côtoyé Lénine. Tikhomirnov possédait une datcha isolée près de Kazan, et c'est là que les 2 camarades passèrent les mois d'été. Molotov ne rejoignit Pétrograd qu'à l'automne 1916. Il n'y parla qu'à des collègues, dont il avait pu vérifier plusieurs fois la fiabilité. Au début, il collabora avec Arosef, qui travaillait comme comptable dans la rédaction du magazine Le Monde Actuel. On lui confia la création de nouveaux groupes bolcheviques. Arosef fut mobilisé pour le front, et il recommanda pour le remplacer dans ses fonctions son vieil ami Alexeï Karpov. C'était bien sûr le nouveau pseudonyme sous lequel se dissimulait Molotov, qui devint non seulement comptable, mais pratiquement secrétaire de rédaction du magazine littéraire, qui est toujours publié au XXIe siècle sous le nom Le Nouveau Monde. Il reprit également ses activités au sein du comité de Saint-Pétersbourg. Ses appels se diffusaient largement parmi les entreprises de la ville. Un spectre lugubre, celui de la Grande Famine, plane à nouveau sur l'Europe et son souffle glacial répand la terreur et la mort. Ces jours-là virent arriver à Pétrograd l'émissaire de Lénine, Alexandre Kliapnikov, chargé de remettre en place le bureau russe du comité central. Il se rappelait de ce que l'on parvint à recruter au centre de direction, avec l'accord des travailleurs responsables du comité de Saint-Pétersbourg, P. Zaloutsky et V. Molotov. C'est ainsi qu'à 26 ans, Scriabine entrait dans le sein de la direction du mouvement bolchevique, alors qu'on surnommait le bureau russe le comité central du désert. Au sein du bureau, Kliapnikov se chargeait de fonctions de représentation, s'occupait des contacts avec les provinces et avec le centre en exil,
tandis que Molotov coordonnait les affaires littéraires et Zakoutsky représentait le comité central auprès du comité de Saint-Pétersbourg. Pendant cette période, ni les bolcheviks retranchés dans la clandestinité la plus obscure, ni à plus forte raison les socialistes, ne représentaient les forces principales du mouvement révolutionnaire. Un rôle préparatoire bien plus important pour le renversement du régime tsariste revient aux partis d'obédience libérale et même de droite et à leurs leaders, qui jouissaient d'une relative liberté d'action politique. Autour du trône de Nicolas II se nouaient alliances et complots, visant à sauver du monarque la monarchie. Entrée dans l'histoire. Début 1917, ni Lénine, qui vivait depuis longtemps loin de son pays, ni les bolcheviks qui agissaient à Pétrograd ne voyaient approcher la révolution. Les vicissitudes de la guerre écrasaient le peuple d'un poids sans cesse croissant. Pendant les 3 premières semaines de février, un froid glacial avait figé la capitale dans une température moyenne de 30 degrés en dessous de zéro. La neige recouvrait les voies ferrées, bloquant dans tout le pays des dizaines de milliers de wagons chargés de victuailles et de carburant. Des rumeurs se répandaient selon lesquelles le pain allait être rationné. Les gens en panique se précipitaient vers les boulangeries, formant des files d'attente qui restaient là toute la nuit dans le froid mordant. Le 23 février, le 8 mars selon le calendrier grégorien, la température s'adoucit brusquement et dès le lendemain, 200 000 ouvriers entamaient une grève, un grand nombre d'entre eux convergeant vers le centre-ville. Le général Kabalov, commandant de la région militaire de Pétrograd, avait transféré aux autorités militaires la responsabilité de la défense et de l'ordre public dans la capitale. Dans la ville, il n'y avait pratiquement que des unités militaires de réserve. Plus de 200 000 réservistes, récemment mobilisés, appartenant aux classes d'âge les plus anciennes, autant dire les moins à même d'écraser une émeute. Le 25 février marque le début de la grève générale. Le bureau russe du comité central décide de distribuer des tracts appelant au soulèvement. Le texte est de la main de Molotov, on ne peut plus vivre. Rien à manger. Rien pour s'habiller. Rien pour se chauffer. Sur le front le sang, les mutilations, la mort. Une mobilisation après l'autre. Un train après l'autre, comme le bétail envoyé à l'abattoir, ce sont nos fils et nos frères qui partent pour l'abattoir humain. Appeler tout le monde à la lutte. Plutôt mourir en héros de la lutte ouvrière, qu'aller au front poser sa tête sur le billot du capital ou crever de faim et d'épuisement. Des soulèvements locaux peuvent conduire à une révolution dans toute la Russie, qui donnera un élan à la révolution dans les autres pays. Devant nous, la lutte, mais la victoire est là, sûre, qui nous attend. Tous sous la bannière rouge de la révolution. Vive l'Internationale socialiste. Dimanche 26 février, 11 mars, on tire dans la foule sur la perspective Nevski au centre de Pétrograd. Dans les casernes, personne n'a dormi de la nuit. Au matin, les régiments de réservistes se mutinaient. L'arsenal principal, le quartier général de l'artillerie et les entrepôts de l'usine de cartouches sont pris d'assaut et occupés. Les prisonniers, politiques ou de droit commun, sont libérés. Dans le ciel monte la fumée des commissariats incendiés. Dans le palais de Tauride, le 27 février, le porte-parole du Parlement Mikhail Rodzianko organise un comité provisoire de la Douma. Mais simultanément, un système de pouvoir parallèle, alternatif comme on s'en rendra bientôt compte, se met en place. Les socialistes sortis de prison, socio-révolutionnaires, mencheviks, bolcheviks, ont créé un conseil des députés ouvriers. Molotov travaillait à un manifeste appelé à constituer la base théorique et pratique du parti des bolcheviks, dans la révolution en cours. Sous sa plume agile, les bolcheviks devenaient le premier et le seul parti qui, sans attendre le résultat de la révolution, proposait déjà une plateforme politique visant à la poursuivre. Apprenant dans les journaux l'existence de ce manifeste, Lénine, transporté de joie et de surprise, écrivait à Inès Armand: « Avez-vous lu dans la Frankfurter Zeitung et dans Volksreich des extraits du manifeste du comité central ? Formidable. Félicitations. » Le soir même, Molotov se rendit à la Douma qui siégeait dans le palais de Tauride, dont la porte fut celle de son entrée dans l'histoire. Se trouvant nez à nez avec Alexandre Kerensky, Molotov se présenta à lui comme membre du comité central des bolcheviks. L'autre, en autre avis,
le guida vers les locaux du comité du budget de la Douma où se formait le conseil de Pétrograd. Parmi ses dirigeants avaient été élus les mencheviks Tchkeidze, Skobelev et le social-révolutionnaire Kerensky. Molotov obtient lui aussi une place au conseil. Kerensky se rappellera plus tard de quelle manière, dès la première session du conseil, sur proposition de Molotov il fut décidé, en dépit des protestations des mencheviks et de certains socialistes révolutionnaires, de s'adresser à toutes les unités de la garnison de Pétrograd pour leur proposer d'envoyer leurs députés au conseil. Kerensky considérait cela comme un coup de maître. Des soldats au conseil, cela ouvrait aux bolcheviks un boulevard vers les casernes et le front. Après 4 heures du matin, Molotov se fit conduire en voiture à l'imprimerie, où il fit imprimer le premier numéro du journal Izvestia, comprenant le texte du manifeste du comité central des bolcheviks. Molotov chargea la voiture de plusieurs lourdes balles de journaux, et se mit en devoir de parsemer les rues de prospectus fraîchement imprimés sur le chemin de retour vers le palais de Tauride. C'est là aussi que convergeaient les dignitaires impériaux arrêtés en nombre, et qui allaient dès le lendemain être emprisonnés dans les geôles de la forteresse Pierre et Paul. Lors de la session du comité exécutif, où les bolcheviks étaient en minorité, Molotov proposa de résoudre la question du pouvoir en dehors du comité provisoire de la Douma. Mais c'est une autre opinion qui l'emporta. Puisque la révolution est bourgeoise, que le pouvoir organise des partis bourgeois et en premier lieu les cadets. La composition du gouvernement provisoire émergea vers le soir. Il tirait sa légitimité de la Douma, mais celle-ci ne vota pas en faveur de ce gouvernement et à compter de ce moment cessa de se réunir. Le poste de chef du gouvernement échut à un propriétaire terrien libéral, le prince Gueorgui Lvov. Celui de ministre des Affaires étrangères alla au leader du parti Kademil Yudkov, le ministère de l'armée et de la marine à l'octobriste Alexandre Goutchkov, le ministère de la justice à Kerensky. Des chercheurs, des juristes, des industriels. Aucun des ministres ne possédait d'expérience du travail administratif ou de la conduite de l'État. On désigna en qualité de Premier ministre un populiste débonnaire, passif et doté d'une foi inébranlable en la bonté intrinsèque du peuple. Le haut commandement militaire demandait la destitution du tsar, dont le train avait été bloqué à Peskov. En réponse au télégramme du chef d'état-major, le général Alexev, les commandants des différents fronts appelèrent le tsar à se sacrifier pour la patrie en abdiquant. Et le tsar déposa sa couronne aux pieds des militaires, en signant une déclaration d'abdication au profit de son frère Mikhaïl. Le 3 mars à 10 heures, les dirigeants du gouvernement provisoire virent rencontrer Mikhaïl. Rodzianko lui fit part de l'opinion des bolcheviks qui étaient en faveur de son abdication. C'est donc le 3 mars, le 17 suivant le calendrier grégorien, 1917 que tomba la monarchie russe séculaire. Au plus fort d'une guerre horrible. Ce jour-là, Molotov présentait au nom du bureau du comité central, son rapport sur l'état du pouvoir à l'assemblée du comité des bolcheviks de Pétrograd. Son idée essentielle était de n'offrir aucun soutien au gouvernement provisoire. Mais la majorité se prononça pour la résolution suivante, ne pas s'opposer au pouvoir du gouvernement provisoire, dans la mesure où ses actions correspondent aux intérêts du prolétariat et des principales masses démocratiques populaires. Entre le bureau du comité central et le comité de Saint-Pétersbourg, s'engageait un bras de fer. Les choses allaient mieux à la Pravda, que Molotov avait été chargé de relancer. Le premier numéro parut le 5 mars avec déjà un tirage de 100 000 exemplaires. Les prises de position antigouvernementales et anti-guerre de la Pravda provoquèrent un véritable couac dans le chœur harmonieux que formait alors la presse libre de la capitale. Le journal fit immédiatement l'objet d'attaques en règle par les autres publications. Des menaces de saccage parvinrent à la rédaction. Le 12 mars, un groupe d'exilés politiques de Krasnoïarsk arriva à Pétrograd, parmi lesquels 3 dirigeants bien en vue du parti. Le député de la Douma Matvey Muranov, Kamenev et Staline. Ces vétérans étaient d'avis qu'une longue période, s'étalant sur de nombreuses années, devrait séparer la révolution bourgeoise démocratique qui venait de se produire en Russie de la prochaine, socialiste cette fois. Les positions de Molotov leur semblaient trop radicales, et ils décidèrent de prendre en charge la direction du journal. Sur ces entrefaites, voici qu'Alexandra Kollontai, fille de général, cultivée,
libre et courageuse aussi bien dans sa pensée que dans ses actes, rapporta 2 lettres de loin écrites par Lénine, dans lesquelles le leader bolchevique affirmait que la révolution démocratique avait eu lieu en Russie et que désormais c'était l'heure de la révolution socialiste, concluant que pour mettre fin à la guerre, il suffirait de renverser le gouvernement provisoire. Les nouveaux dirigeants de la Pravda décidèrent de ne publier que la première lettre, expurgée des critiques qu'elle contenait sur le gouvernement provisoire, tandis que la seconde fut ignorée entièrement. Molotov perdit patience et remit une lettre de démission à la fois du bureau du comité central, du comité exécutif du Conseil et de la rédaction de la Pravda. À la mi-mars, le centre de l'activité bolchevique se déplaça vers de nouveaux locaux, dans l'hôtel particulier de la célèbre ballerine Matilda Kresinska, amie de jeunesse de Nicolas II. C'est là que débuta le 27 mars la réunion des bolcheviks de toute la Russie. Staline y présenta un rapport sur les relations avec le gouvernement provisoire et proposa de contrôler ses activités par l'intermédiaire du Conseil. Molotov se trouvait à nouveau dans les rangs de l'opposition. Le gouvernement provisoire, dès les premiers moments de sa formation, n'est rien d'autre qu'une organisation des forces contre-révolutionnaires. C'est pourquoi on ne peut accorder aucune confiance, aucun soutien à un tel gouvernement, au contraire, il est indispensable de mener contre lui la lutte la plus déterminée. Au demeurant, les disputes internes au parti perdirent rapidement leur sens. Vers midi, le 3 avril, un télégramme fut reçu annonçant l'arrivée de Lénine à Petrograd aux alentours de minuit. Aux premières nouvelles de la révolution en cours, il n'avait eu qu'une obsession, rentrer en Russie. Mais toutes les routes menant en Russie lui étaient interdites, sauf une. Il accepta de passer par l'Allemagne, conscient du fait que cet itinéraire lui vaudrait d'être accusé de trahison. Molotov justifiait le choix du leader bolchevique en ces termes. Lénine et les bolcheviks comprenaient parfaitement qu'il est parfois nécessaire de profiter de quelque artifice et de la myopie politique de l'ennemi de classe. Molotov l'attendit sur le quai, devant la haie d'honneur composée des cadets de la marine. Nous qui attendions Lénine, dévorions des yeux sa petite silhouette si ordinaire, et particulièrement son visage, ses yeux attentifs et mobiles. Nous étions remplis d'attente et de bonheur en voyant Lénine parmi nous. Nous croyions que désormais, tout ce qui se produisait en ces jours tumultueux où se bousculaient les événements révolutionnaires allait se clarifier pour nous, devenir intelligible, limpide et s'inscrirait dans la large perspective de l'analyse léniniste des faits. Lénine fut porté en triomphe et déposé sur un fourgon blindé, amené par la volonté de soldats révolutionnaires sur le parvis de la gare de Finlande. De là il prononça ces mots, « Vive la révolution socialiste ». Plus tard, dans la salle d'apparat aux murs couverts de marbre blanc de l'hôtel Kresinska, Lénine lut une page d'un texte qu'il venait d'improviser. C'est ainsi que Molotov se trouva au nombre des premiers auditeurs des thèses d'avril. Aucune confiance envers le gouvernement provisoire, lequel poursuivait une guerre prédatrice, antipopulaire, avec ses alliés impérialistes occidentaux. Au centre de toutes les questions, celle de la guerre, laquelle ne pouvait se terminer en paix démocratique qu'à la faveur d'un pouvoir authentiquement populaire, c'est-à-dire le pouvoir des soviets, celui du prolétariat et de la paysannerie. Le lendemain, dans la grande salle du palais Tauride, Lénine fit son apparition lors de la session du Conseil pour y répéter ses thèses, traitant au passage de laquais de la bourgeoisie, les mencheviks qui y constituaient la majorité. Une alliance avec les autres socialistes devenait impossible. Les bolcheviks eux-mêmes représentaient en ce début d'avril une force divisée, désorganisée. Molotov faisait partie du courant minoritaire qui soutenait Lénine. La Pravda au début refusa de publier les thèses d'avril. Cependant il n'était pas envisageable d'interdire à Lénine et à Zinoviev de faire partie du conseil de rédaction. Le 7 avril, les thèses étaient imprimées, mais accompagnées du commentaire éditorial de Kamenev, dans lequel il était précisé que le parti s'en tenait aux décisions prises antérieurement, lesquelles étaient défendues contre les critiques de Lénine. Pour se défendre des vagues de critiques toujours plus hautes qui déferlaient, Lénine entreprit de remobiliser le parti avec énergie et fermeté. Contre les vieux bolcheviks, Lénine chercha et trouva le soutien des jeunes pousses du parti dont Molotov. Le tournant se produisit le 14 avril, date à laquelle s'ouvrait à Petrograd la conférence nationale du POSDR.
Ce n'est pas un hasard si Molotov occupa au présidium de la conférence la place de président honoraire, qui était celle de Zinoviev. Lénine prit immédiatement le taureau par les cornes en déclarant : « Le gouvernement provisoire doit être renversé, tous ici n'en sont pas conscients. Si le pouvoir du gouvernement provisoire s'appuie sur le soviet des députés ouvriers, il ne sera pas facile de le renverser. On peut et on doit le renverser en gagnant la majorité dans les soviets. » Molotov proposa l'adoption de la résolution suivante : il est indispensable d'organiser une pression sur la politique du soviet des députés ouvriers et soldats de manière à ce que le soviet renonce à sa politique de soutien au gouvernement provisoire. Cette résolution fut adoptée. Le 18 avril, les bolcheviks firent marcher dans les rues de Pétrograd des centaines de milliers de personnes, afin d'être les premiers à célébrer le 1er mai selon l'ancien calendrier. Molotov marchait avec Lénine au premier rang du cortège du district de Vyborg. Le pays en guerre se trouvait dans un état rare de liquéfaction. Le peuple choqué par les événements inattendus et ayant goûté à l'ivresse d'une liberté totale, toujours interprétée comme un rejet de toute modération, était en outre épuisé par la guerre. Agissant dans la certitude que l'on ne peut pas, par définition, attendre des représentants de l'ancien régime la moindre bienveillance envers le nouveau pouvoir, le gouvernement provisoire liquidait de lui-même l'ensemble de l'appareil d'État russe. En mars, le gouvernement avait détruit le système de maintien de l'ordre public. Les juridictions civiles d'exception, les départements de la sécurité, le corps distinct de la gendarmerie furent dissous. L'ensemble des fonctions liées à l'ordre public durent être prises en charge par les forces armées, lesquelles se trouvaient elles-mêmes dans un état de décomposition avancée. Aux marges de ce qui restait pour l'instant un empire, naissaient des mouvements nationalistes qui troquaient sans transition leurs revendications d'autonomie culturelle contre un séparatisme pur et dur. De toutes parts, la paysannerie en venait à considérer la révolution comme le début de la réalisation de son rêve de partage noir, n'attendant que le signal des autorités pour commencer à se saisir des terres privées. Dans les entreprises industrielles, les comités d'usine qui avaient commencé à apparaître en mars se mettaient à édicter de nouveaux règlements, expulsant l'encadrement et les actionnaires, augmentant les salaires, réduisant la durée du travail. La production se désorganisait. D'importants retards s'accumulaient dans les transports, en résultat de quoi le système de répartition des biens se dégradait rapidement. Dans l'incapacité de lever l'impôt, le pouvoir eut recours à la planche à billets, entraînant une forte inflation. En réponse à la note de Milioutkov sur la poursuite de la guerre, le comité central des bolcheviks émit le 20 avril une résolution accusant le ministre des Affaires étrangères d'avoir déclaré la guerre à la classe ouvrière et à la République. Des régiments de soldats encerclèrent le palais Mariinsky, où se tenaient les réunions du gouvernement, demandant la démission de Milioutkov. Une fusillade éclata. Ces événements provoquèrent une crise du pouvoir. La révolution penchait à gauche. Le prince Lvov se trouvait toujours à la tête du gouvernement, mais celui-ci incluait désormais des socialistes, mencheviks et socio-révolutionnaires, ce qui faisait l'affaire des bolcheviks. Ceux-ci se réservaient le rôle de seul parti d'opposition, de gardien de la révolution, de façon à ce que l'échec du gouvernement, qui devenait inévitable, allait mener les bolcheviks au pouvoir. Pendant ce temps, Molotov entrait au comité du parti de Saint-Pétersbourg et dans sa commission exécutive. En mai, il devint l'un des organisateurs de la campagne électorale des bolcheviks à Saint-Pétersbourg, et dans le district de Vyborg il se présenta lui-même sur la liste du parti. Sur l'ensemble de la capitale, avec 20% des suffrages, les bolcheviks arrivaient loin derrière les socio-révolutionnaires et les mencheviks qui rassemblèrent 55% des voix, et également après les cadets qui en recueillirent 25%. Mais dans le district de Vyborg, les bolcheviks arrivèrent en tête. Le poste de porte-parole de la Douma de district fut le premier poste électif qu'occupa Molotov dans les rouages officiels de l'administration du pays. C'est alors que se met en place pour la première fois la relation Staline-Molotov. Staline cherchait un point de chute, alors que Molotov et Zakoutsky jouaient les nababs dans une garçonnière 3 pièces rue Kirokaya. Ils accueillirent Staline. La vie de célibataire encourageant les confidences,
Leurs conversations dépassèrent rapidement les questions strictement pratiques liées au parti. Koba, c'est ainsi que Molotov l'appelait depuis ce moment, proposa qu'on oublie les divergences de vues passées. Entre-temps, Lénine avait confié à Molotov la mission de gérer le bureau de la presse attaché au comité central du POSDR qui n'existait que depuis un mois. Vers le milieu de l'année, les bolcheviks publiaient déjà une quarantaine de journaux et magazines différents, cumulant un tirage hebdomadaire de 1,4 million d'exemplaires. Le prétexte à cette activité fébrile des bolcheviks avait été trouvé dans les revers subis par les armées russes sur le front à la mi-juin. Une nouvelle crise gouvernementale couvait. Le 2 juillet, 4 ministres du Parti des cadets déposaient leur démission. Les leaders bolcheviks, y compris Molotov, n'avaient jamais avoué qu'ils préparaient une prise du pouvoir, et présentaient les événements comme le résultat d'une manifestation spontanée qu'ils essayaient soi-disant de diriger vers une issue pacifique. 9 escouades parties de l'hôtel particulier Kresinska en direction du palais de Tauride se mirent à exiger des dirigeants du conseil, criant et tapant des poings, qu'ils prissent le pouvoir. Kerensky obtint ainsi des pleins pouvoirs dictatoriaux, cumulant les attributions de ministre-président et de ministre des armées et de la marine. Les régiments pro-gouvernementaux furent appelés à la rescousse. 800 bolcheviks furent arrêtés, dont Kamenev et Trotsky. Lénine parvint à s'échapper vers le lac Razliv, puis en Finlande. Staline restait seul à la tête du parti, étant protégé de l'arrestation de même que Molotov par son immunité de député. Lénine proposa que le parti renonce à son principal slogan « Tout le pouvoir aux soviets » et se prépare à une insurrection armée. Molotov partageait cet avis. Nous ne pouvons pas nous battre pour le pouvoir de ces soviets qui ont trahi le prolétariat. Le slogan « Tout le pouvoir aux soviets » fut abandonné lors du 6e congrès du POSDR qui se tint du 26 juillet au 3 août. Les délégués représentaient déjà 1/4 million de membres du parti, en comptant les socialistes modérés menés par Trotsky qui s'y étaient ralliés. Les libéraux et les conservateurs recherchaient une main de fer, qu'ils ne voyaient que chez le commandant en chef des armées, le général Kornilov. Au nom du sauvetage de la nation et de l'armée, celui-ci était prêt à remplacer le gouvernement, à couper la route aux bolcheviks et à dissoudre les soviets. Les soviets restaient le principal appui politique de Kerensky, tandis que Kornilov devenait le principal prétendant au pouvoir. Le ministre-président provoqua sciemment un conflit avec Kornilov en l'accusant de haute trahison, poussant le général à la mutinerie. Les bolcheviks ne pouvaient rêver d'un développement plus favorable à leur plan. Chargés d'organiser la défense contre Kornilov, les bolcheviks armèrent les groupes d'ouvriers grâce aux arsenaux gouvernementaux où ils perçurent 40 000 fusils. Kornilov se rendit. Kerensky s'octroya le poste de commandant en chef des armées et s'installa dans les appartements d'Alexandre III dans le palais d'hiver. Les bolcheviks étant les héros du jour, cela se traduisit par une bolchevisation des soviets. Molotov reprit lui aussi sa place au sein du soviet de Pétrograd installé dans l'imposant bâtiment de l'Institut des jeunes filles nobles, aussi appelé l'Institut Smolny. Lénine bombardait le comité central, réticent de ses exhortations à intensifier l'insurrection armée, menaçant dans le cas contraire d'en démissionner. Molotov, dans le comité de Pétrograd, soutenait la ligne dure de Lénine. Nous devons être prêts à intervenir à tout instant. Début octobre, Lénine apparut à Pétrograd, déguisé en pasteur luthérien. Le 10 octobre, le 23 selon le calendrier moderne, le comité central votait la résolution qui lui avait été proposée selon laquelle l'insurrection armée est inévitable et absolument nécessaire, à l'unanimité moins les voix de Kamenev et de Zinoviev. Un jour plus tôt, le comité exécutif du soviet avait créé, soi-disant pour défendre la ville contre une possible attaque allemande, un comité militaire révolutionnaire, Milrevkom, auquel participaient les principaux dirigeants bolcheviks, dont Trotsky, Staline, Sverdlov, Dzerzhinsky et Molotov. Dès lors, le succès des bolcheviks ne pouvait plus être compromis que par des hésitations au sein même du parti. C'est pourquoi Lénine avait réagi avec une telle violence à la trahison de Kamenev et Zinoviev, qui avaient exposé publiquement leur désaccord avec les plans de prise du pouvoir par les bolcheviks. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, du 6 au 7 novembre,
les régiments armés du Milrevkom entamèrent la mise en œuvre du plan d'insurrection. Lénine, toujours déguisé, se rendit à l'Institut Smolny. Molotov le rencontra en pleine nuit. Je me trouvais dans l'une des pièces du rez-de-chaussée du palais de Smolny où Lénine échangeait des points de vue, avec quelques membres du comité central qui l'entouraient, sur les questions liées à la formation du premier gouvernement soviétique. La discussion sur la dénomination du nouveau gouvernement est particulièrement restée gravée dans ma mémoire. Tous étaient d'accord pour dire que dans la situation présente, aucun des termes désignant ce qui avait existé avant ne pouvait convenir, ministre, conseil des ministres. On cherchait quelque chose de neuf, de plus proche du peuple, et on arriva assez rapidement à la conclusion qu'il fallait dénommer commissaire du peuple les ministres, et conseil des commissaires du peuple le conseil des ministres. Ensuite venaient les questions de personnes. Lénine proposa à Trotsky de diriger le conseil des commissaires du peuple. Celui-ci ne voulut rien entendre, arguant entre autres de ses origines. La crainte existait qu'on parle d'un complot juif. Lénine accepta alors à contre-cœur de prendre la tête du futur gouvernement. Trotsky était prêt à s'occuper des affaires étrangères, Staline, du commissariat aux nationalités. Au matin du 25 octobre, du 7 novembre, le croiseur Aurore jetait l'ancre près du pont Nicolas et des régiments du Milrevkom commençaient à se diriger vers le palais d'hiver. Les troupes rappelées du front par Kerensky n'arrivaient toujours pas. Le Premier ministre décida de se rendre en personne au quartier général du front Nord, pour en ramener l'armée. Le palais d'hiver tenait encore alors que les délégués du second congrès des soviets emplissaient la salle de bal du palais de Smolnaya. Molotov, à en croire son récit, se trouvait dans les coulisses, derrière le bureau du présidium. À 14h35, Trotsky s'approcha de la tribune. Au nom du comité militaire révolutionnaire, j'annonce que le gouvernement provisoire n'existe plus. Trotsky annonça également que Lénine était présent dans la salle. Sous un tonnerre d'applaudissements, un homme chauve et rasé de frais apparut à la tribune et prononça d'une voix enrouée mais forte les mots suivants. Camarades. La révolution ouvrière et paysanne, dont les bolcheviks n'ont cessé d'affirmer la nécessité, s'est produite. Molotov remarqua un détail. Les semelles de Lénine étaient usées et la doublure crasseuse en sortait. Après l'ouverture officielle de la session, attendant les nouvelles du palais d'hiver, les bolcheviks offrirent la tribune à leurs opposants. Mencheviks et socialistes révolutionnaires déclaraient, au travers du brouhaha ambiant et des exclamations qui fusaient, que le coup d'État était illégal, exigeant des négociations avec le gouvernement provisoire. Afin d'éviter que les passions ne s'exacerbent, le comité militaire révolutionnaire envoya, sur demande de l'Assemblée municipale, une délégation de négociateurs dirigée par son président Schreider. Molotov accompagna les délégués. Je me souviens comment, dans la cour de l'Institut Smolny, nous sommes montés à bord de la voiture de Schreider. Il était déjà entre 11h et minuit. Les phares de la voiture éclairaient la route mouillée et sombre, et nous avancions sur l'allée Souvorov en direction de la perspective Nevsky. Par-ci par-là éclataient des coups de feu sporadiques, parfois une rafale de mitraillettes. Nous voilà sur la perspective Nevsky. Pratiquement tous les 10 mètres, la voiture est arrêtée par les patrouilles du Milrevkom. Nous montrons notre laissez-passer et poursuivons notre route. Sur le parvis du palais d'hiver, autour de la colonne d'Alexandre, des femmes et quelques lambeaux de régiments s'étaient regroupés en un bataillon de la mort, tirant sur toute personne approchant de la place. La délégation hésita. Fallait-il s'engager plus avant ? On décida d'avancer. Quelques minutes se passèrent, et Schreider s'en revint avec sa délégation. Intimidé et d'autant plus piteux, il ne cessa de bredouiller au sujet des bonnes intentions qui sous-tendaient sa démarche et sur le fait qu'il avait maintenant pris conscience de son impuissance à faire quoi que ce soit. Après minuit, les défenseurs du palais d'hiver commencèrent à se disperser. À 2h15 du matin, le gouvernement provisoire fut arrêté. Vers 6h du matin, le second congrès se proclamait unique autorité en Russie. Molotov passa toute la nuit et les journées à venir dans le bureau numéro 17 de l'Institut Smolny, siège du Milrevkom qui, de corps organisateur de l'insurrection, s'était transformé en autorité exécutive, certes autoproclamée, mais la seule du pays à ce moment-là. C'est à lui qu'incomba la charge de remettre de l'ordre, d'écraser les attaques de l'ennemi dans la ville,
mais aussi de conduire une défense militaire tous azimuts, renforçant les positions révolutionnaires dans les environs de Pétrograd contre les attaques de la Garde blanche, puis de détruire les anciens organes du pouvoir pour en construire de nouveaux, et enfin, d'organiser et d'inspirer la poursuite de la révolution prolétarienne dans le reste du pays, se rappelle Molotov. Si l'on peut dire dès les premiers jours, ce travail de création fut confié au Conseil des commissaires du peuple, lui-même encore embryonnaire, tandis que l'organisateur de l'insurrection dans l'ensemble de la Russie était et restait le Comité militaire révolutionnaire. Le 26 octobre, 8 novembre, jusqu'au moment de la reprise de la réunion du Congrès à 20h40, Lénine continua d'exhorter les socialistes révolutionnaires de gauche à participer au gouvernement. Sans succès. Tant pis, le gouvernement serait donc intégralement bolchevique. Lénine donna la lecture de son appel, intitulé « Le décret sur la paix ». Il proposait à toutes les parties belligérantes d'entamer sans délai des négociations en vue de parvenir à une paix démocratique, sans annexion et sans paiement de dommages de guerre, garantissant à chaque nation un droit à disposer d'elle-même. À l'ordre du jour se trouvait également la question de la terre. Lénine, renonçant aux exigences codifiées dans le programme politique du POSDR sur la nationalisation de l'ensemble des terres, décréta leur socialisation, c'est-à-dire leur transfert au profit de la communauté. Cette mesure provenait du programme des socialistes révolutionnaires. Une manœuvre que Molotov considérait comme le summum de la sagesse tactique de Lénine. À 2h30 du matin, le 27 octobre 9 novembre, Kamenev donna lecture du décret de formation du gouvernement. Seuls 3 des noms proclamés étaient connus du public présent et soulevèrent des applaudissements, ceux de Lénine, de Trotsky et d'un certain Anatoly Lunacharsky, qui reçut le portefeuille de commissaire du peuple à l'éducation populaire. Le résultat du premier round de cette lutte se décida au courant de la semaine qui suivit. Début novembre, les bolcheviks étaient maîtres des 2 capitales et de toutes les grandes villes de la Russie d'Europe. Mais ils ne contrôlaient pas les régions et territoires périphériques, ni le sud, tenu par l'ataman des Cosaques Kaledine, ni les campagnes. Comment les bolcheviks parvinrent-ils à s'emparer aussi rapidement du pouvoir ? Molotov, partageant ses réflexions sur ce point, mettait en avant l'organisation, la tactique et le chef. On ne peut pas sous-estimer le fait que notre parti parvint à la victoire d'octobre, principalement en raison de ce que la souplesse de sa tactique s'appuyait sur une préparation antérieure de fond aux aspects violents de la révolution. Escouade de combat d'ouvriers armés, organisation partisane clandestine, auquel était confié un rôle directeur, presse bolchevique illégale, organisations bolcheviques illégales dans l'armée et dans la marine, etc., le parti appuyé sur un programme juste, clair et ferme, résumé de manière lapidaire par le slogan bolchevique pour le pain, la paix et la liberté, qui ouvrait aux classes ouvrières et aux masses paysannes de toute ethnie et nationalité un chemin vers une vie réellement meilleure et proposant au peuple l'espoir de mettre fin à une guerre impérialiste détestée. Molotov considérait Lénine comme la principale force agissante du coup d'État d'octobre. Souvent, il déclamait de mémoire des extraits du poème de Boris Pasternak intitulé « Le haut mal ». Jaloux de siècles de jalousie. Envieux de leur seule envie. Il dirigea les courants de pensée. Et pour cela seulement, le pays. Chapitre 2. Le LENINISTE. 1917 à 1924. Nous savons que seuls les soviets peuvent diriger. Vyacheslav Molotov. Le marxiste pratiquant. Le léninisme fut-il, dans l'exercice du pouvoir, la mise en pratique du marxisme ? Molotov répondait naturellement à cette question par l'affirmative. Et voici ce qu'il jugeait comme la quintessence du marxisme-léninisme. La route vers le socialisme, puis du socialisme au communisme, passe exclusivement par la dictature du prolétariat. L'État soumis à la dictature du prolétariat est bien plus démocratique que l'État bourgeois qui n'est qu'une forme de dictature de la bourgeoisie. La dictature deviendra inutile lorsque disparaîtront les classes, et lorsque l'État lui-même commencera à disparaître. La destruction des classes était donc la première et la principale des tâches visant à créer l'égalité sociale, à extirper l'exploitation de l'homme par l'homme, à garantir l'égalité du travail et des traitements.
Le socialisme suppose la saisie par l'État des hauteurs stratégiques de l'économie et l'introduction d'une planification de l'activité économique. Le premier principe de la politique étrangère était l'internationalisme prolétarien. La capacité et la volonté de la part des nations ayant vaincu la bourgeoisie à endurer des sacrifices en vue du renversement du capital international. Mais Molotov ne manquait pas de souligner souvent le pragmatisme de Lénine, sa capacité à agir au gré des circonstances en dehors des schémas marxistes classiques. Molotov admettait qu'en octobre 1917 les bolcheviks ne possédaient qu'une vision très sommaire de ce qui devait être fait, et que beaucoup de choses se sont passées différemment de ce qui avait été imaginé. Lorsqu'il s'agit de diriger, Lénine se révéla non plus un intellectuel marxiste mais bien un pragmatique impitoyable, recourant sans état d'âme à tous les moyens lui permettant de conserver le pouvoir. Lorsque quelqu'un, dans une conversation avec Molotov, opposait l'humanisme de Lénine à la sauvagerie de Staline, il riait. Lénine fut un homme bien plus terrible que Koba. Lénine finit tout de même par obtenir l'entrée au gouvernement de socialistes révolutionnaires de gauche, et vers la fin de l'année, leurs représentants dirigeaient 6 des 16 principaux commissariats du peuple et dans presque tous, ils tenaient des portefeuilles d'adjoints. En principe, on aurait pu trouver dans le système du pouvoir des bolcheviks une place pour une assemblée constituante si ceux-ci avaient pu y obtenir une majorité. Mais lors des élections, la victoire revint aux socialistes révolutionnaires qui obtinrent 412 sièges sur 715. Les bolcheviks disposaient de 183 mandats, les mencheviks de 17, les cadets de 16. L'Assemblée constituante fut dissoute, posant le décor de la guerre civile à venir. L'hiver 1917 à 1918 fut pour les bolcheviks celui où, raconte Molotov, les tâches les plus urgentes et les plus cruciales émergèrent, comme celle d'accroître au plus vite la production des objets et des produits les plus nécessaires à la population. Ces tâches prirent le pas sur tout le reste. Le Milrevcom envoya 500 matelots dans les régions à forte agriculture céréalière. Des autorisations furent émises au bénéfice des régiments et des collectifs ouvriers de procéder à la vérification des entrepôts de vivres et des chambres froides. Il fut bientôt découvert que des pillards approvisionnaient souvent le marché noir avec le résultat de ces perquisitions. Tout cela eut pour résultat une flambée de la spéculation. Mais l'euphorie des nouvelles libertés entraîna aussi un déchaînement de vandalisme aviné dans les caves, les entrepôts, les brasseries. Le 25 novembre fut publié, sous le numéro 4638, l'annonce suivante du Milrevcom. Le comité militaire révolutionnaire indique que dans les circonstances actuelles il est absolument inadmissible que soit consommé du vin et des spiritueux à l'exception des cas médicaux. Le devoir révolutionnaire et l'honneur de chaque citoyen libre nous impose à tous de maintenir l'ordre révolutionnaire dans la ville. Son président Molotov. Mais les appels de ce type n'eurent pas grand effet. Et l'organe qui permit aux bolcheviks de saisir le pouvoir cessa d'exister le 5 décembre. De l'Institut Smolny, qui commençait à ressembler à une colocation surpeuplée, Molotov déménagea vers l'hôtel Astoria, qui devint la première maison des soviets. Selon les témoignages de l'époque, on pouvait vivre à l'Astoria. On nous servait chaque jour une soupe à la viande, souvent de la viande de cheval, un peu poivrée mais nourrissante. Le gouvernement de la dictature du prolétariat ressemblait moins à un palais massif aux formes classiques qu'à un campement de fortune établi à la va-vite, dans lequel ne cessaient d'emménager et de déménager des administrations aux formes les plus fantaisistes. Le 1er décembre 1917, le comité exécutif central adopta la disposition sur le Conseil suprême de l'économie nationale. Celui-ci se voyait confier un droit de confiscation, de réquisition, de séquestre, de syndication forcée, de répartition de la production et du financement de l'industrie. Le CSEN se mit à créer ses structures régionales. En janvier 1918 fut créé, à Petrograd, le Conseil suprême de l'économie nationale de la région Nord, CSENRN, sous la direction de Molotov. La région comprenait Petrograd et tout le nord-ouest de la Russie. La situation était difficile. Molotov notait que déjà avant la Seconde Révolution, l'industrie de la région Nord était complètement épuisée, manque de métal, de matières premières, de combustible. En outre, elle était adaptée exclusivement aux besoins militaires.
L'accès aux marchés étrangers était perdu, et on ne pouvait acheter nulle part les équipements nécessaires aux usines et aux ateliers, les locomotives, les pièces détachées, etc. Les pénuries de carburant devinrent chroniques. L'électricité ne fonctionnait que 3 heures par jour, et l'éclairage nocturne des rues au gaz et au kérosène n'était plus assuré. Le système de chauffage central ne fonctionnait plus du tout, et les gens durent revenir au poêle à bois. La ration de pain des ouvriers se montait à 120 à 180 grammes par jour. Des épidémies de typhus, de choléra et de diphtérie se déclarèrent. Du fait du chômage généralisé, la ville où avait triomphé la révolution prolétarienne connut un exode massif de ses prolétaires. Avant toute chose, Molotov se fixa un système de priorité: prendre en main la question de l'approvisionnement de l'industrie en matières premières et en combustible, mettre sur le droit chemin et prendre en charge la question du financement des entreprises, étudier les possibilités de réaffecter à des productions civiles les industries démobilisées, accorder une attention la plus large possible à la production de biens d'usage courant. Des objectifs qu'un génie de l'économie lui-même n'aurait pas été en mesure de réaliser. L'espace de pouvoir des bolcheviks se réduisait comme peau de chagrin. La dissolution de l'Assemblée constituante créa un choc unificateur de toutes les forces anti-bolcheviques. Un autre thème d'union des opposants au bolchevisme fut trouvé dans les pourparlers de paix avec les Allemands, qui avaient créé un fort sentiment d'humiliation nationale, particulièrement fort dans le corpus des officiers. Seuls ou en groupe, depuis les lignes de front de Moscou, de Pétrograd, des officiers descendaient vers le Don et le Caucase du Nord où se matérialisaient les premiers champs de bataille de la guerre civile. À partir de la fin 1917, les régions périphériques du pays, y compris celles occupées par l'Allemagne, commencèrent à se déclarer indépendantes. Après la Finlande, ce fut la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. En février, l'Allemagne et ses alliés reconnurent l'indépendance de l'Ukraine avant de signer avec elle une paix séparée. Des troupes allemandes furent positionnées en territoire ukrainien afin de contrôler le gouvernement fantoche du hetman, chef, Pavlo Skoropadsky. Le front du Caucase s'effondra sous la pression des forces turques et allemandes, et la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se déclarèrent fédérations caucasiennes indépendantes. À l'été 1918, il y avait sur le territoire de l'ancien empire russe une trentaine de gouvernements différents. Lénine, prenant la mesure de la vulnérabilité du pays, voulait absolument signer avec les Allemands un traité de paix, même le plus défavorable. Le 3 mars, la partie russe signait le traité de paix sans pratiquement le lire. Trotsky eut cette phrase: « La paix de Brest-Litovsk était comme le nœud coulant du bourreau ». En signe de protestation, les socialistes révolutionnaires de gauche quittèrent le Conseil des commissaires du peuple. Pour l'entente, les bolcheviks se présentaient désormais, en plus de leurs autres défauts, comme ceux qui avaient trahi leurs engagements d'alliés. Londres et Paris se mirent à apporter une aide directe aux généraux Blanc-Kalendine, Kornilov, Dénikine et Alexev. Au début de la guerre civile, un rôle particulier échut à la Légion tchécoslovaque que le gouvernement bolchevique avait décidé d'exfiltrer en France. L'itinéraire imprudemment choisi était des plus détournés, puisqu'il passait par l'Extrême-Orient russe. Les légionnaires se mutinèrent en route et prirent le contrôle du transsibérien, renversant le pouvoir soviétique dans toutes les régions qu'ils traversaient. Les forces expéditionnaires américaines en Russie du Nord, AEFNR, furent débarquées à Arkhangelsk et à Mourmansk, tandis qu'à Vladivostok s'établissaient des Japonais, des Britanniques et 2 régiments d'infanterie américains basés aux Philippines. Les objectifs de cette intervention étaient clairs aux yeux des bolcheviks. Les gouvernements des États impérialistes ne faisaient pas mystère à l'époque de ce que leur objectif principal et permanent était d'étouffer dans l'œuf la République socialiste soviétique qui venait seulement de voir le jour, écrivit Molotov. L'une des conséquences du blitzkrieg allemand fut le transfert du gouvernement soviétique à Moscou. Lénine laissa Zinoviev à Pétrograd, où il dirigeait le Conseil des commissaires, le nouveau gouvernement local, au sein duquel Molotov était chargé du Conseil de l'économie nationale, CEN. Zinoviev s'occupait peu d'économie. En revanche, ses discours, ses interventions et ses essais publiés sur la seule année 1919 remplirent 19 tomes, sans compter les portraits et cartes postales à son effigie. Ses relations avec Molotov se dégradèrent rapidement.
Les considérations économiques des bolcheviks supposaient, dans leur pureté, le contrôle des banques, la nationalisation des entreprises industrielles et agricoles, du commerce et la mise en place d'un service du travail obligatoire. Molotov dessina à grands traits l'étape initiale de la nationalisation dans un article publié à l'été 1918. Sonne le glas de la propriété capitaliste. On exproprie les expropriateurs. C'est en ces termes forts d'un style concis que Marx caractérisait le moment crucial de la révolution socialiste. La nationalisation a concerné dans la plupart des cas quelques grandes entreprises, où elle avait un caractère punitif. Des entreprises furent nationalisées pour avoir refusé le contrôle des travailleurs, pour résistance au nouveau pouvoir soviétique, pour sabotage, etc. Et pourtant, Molotov dut se résoudre à accorder une attention bien plus grande à toute la catégorie des problèmes liés aux besoins physiologiques des gens. Sur 799 usines étudiées par le CEN, seules 534 étaient au moins sommairement chauffées. Leur personnel avait été réduit de 57%. La pénurie la plus criante, celle qui entraînait toutes les autres, était le manque de ressources énergétiques. Le charbon du Don n'arrivait plus. Le CEN fit préparer 5 millions de poudes, un poud égale 16,38 kg de bois de chauffage et de tourbe. On lança la construction d'un barrage hydroélectrique à Volkhov, dans la région de Pétrograd. Il fut décidé d'encourager la production en accordant des commandes publiques aux entreprises produisant des biens de première nécessité. La crise économique envenima les relations entre le pouvoir et le prolétariat resté en ville. Des grèves furent à nouveau décrétées. Pour lutter contre le chômage, l'accent fut mis sur les travaux d'intérêt général. La situation tendue de l'approvisionnement des citadins fut un peu adoucie par les restes d'entrepreneuriat privé. Cependant, les bolcheviks considéraient que la liberté de commercer mettait la ville à la merci des spéculateurs. L'éviction du commerce privé entraîna la création d'un appareil colossal dans la sphère la plus lucrative de l'économie de la ville affamée, la répartition. Une armée sans cesse croissante de nouveaux fonctionnaires partageait un gâteau économique toujours plus petit. Ce qui compliquait sérieusement le commerce, c'était la difficulté de circulation des moyens financiers. Mais les moyens employés pour exproprier les paysans n'étaient pas financiers du tout. Les paysans, dans l'esprit du nouveau pouvoir, devaient se partager pacifiquement la terre, qu'elle soit communale ou celle des grandes propriétés, de manière égalitaire, et inonder les villes de pain bon marché. Mais cette théorie d'un socialisme paysan spontané ne fut pas confirmée par la pratique. Il n'y avait tout simplement pas assez de terre en Russie pour en doter tous les affligés. Et finalement, au lieu de masse paysanne acquise à la cause socialiste, le pouvoir soviétique se trouva en face d'un mur de sourde résistance atavique. Et surtout, aucun approvisionnement des villes. La révolte des socialistes révolutionnaires de gauche, la guerre civile, les soulèvements paysans, poussèrent les bolcheviks vers une terreur de plus en plus brutale. Le 17 juillet 1918, la famille impériale fut fusillée à Ekaterinbourg. On demanda parfois à Molotov pourquoi on avait exécuté le tsar, et si Lénine avait été au courant. La raison qu'il invoqua était toujours la même: on ne pouvait pas laisser aux gardes blancs une figure de ralliement d'une telle importance. Bien entendu, Molotov n'était pas à Moscou lorsque fut prise cette décision. Mais il ne pouvait pas imaginer que quiconque d'autre que Lénine eût été en mesure de décider en dernier ressort. À l'automne 1918, le pouvoir à l'est du pays était concentré entre les mains de l'amiral Koltchak qui avait été déclaré gouverneur suprême de la Russie. Mais la révolution menaçait désormais en Allemagne. Le traité de Compiègne avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Comme les bolcheviks n'étaient toujours pas renversés, la Grande-Bretagne envoya un corps expéditionnaire de 30 000 soldats dans le Caucase du Sud, tandis qu'une division française et 2 divisions grecques débarquaient à Odessa. À Omsk se trouvaient 2 bataillons britanniques, ainsi que quelques régiments italiens et français. Les Américains, les Japonais et les Tchécoslovaques continuaient de contrôler l'extrême-orient russe et le transsibérien. Dès lors, les bolcheviks transformèrent le pays en forteresse assiégée. C'est ce que déclara Molotov en décembre 1918, au moment où toute l'industrie fut revenue à un régime de paix,
le pouvoir soviétique fut dans l'obligation de passer à nouveau à une économie de guerre. En janvier 1919, au vu de la menace qui pesait sur Petrograd de la part des gardes blancs de Yudenich, un comité de défense ouvrière de la région nord fut mis en place. Molotov y dirigeait la préparation et production de forces matérielles et techniques en vue de la défense. La principale production de la ville devint dès lors les pièces d'artillerie, la poudre à canon, les cartouches, les pardessus et les tuniques militaires, les matériels de creusement de tranchées et les équipements du génie. Les gardes blancs ne parvinrent pas à mettre en place une production militaire, mais ils recevaient leurs armes de l'étranger. En mars 1919, Molotov se rendit à Moscou pour y assister au 8e congrès du parti qui fut houleux. Lénine y intervint 8 fois, parant les attaques venues des directions les plus variées. Une décision particulièrement décisive de cette assemblée, révélatrice du niveau de démocratie interne au parti, fut de créer le Politburo, le bureau organisateur et le secrétariat du comité central. C'est à eux que furent rapidement transférés tous les leviers de commande du parti et de l'État. À peine revenu à Petrograd à l'issue du 8e congrès, Molotov fut hospitalisé pour une crise de typhus qui lui valut quelques semaines d'arrêt forcé. Une fois guéri, Molotov ne revint pas à son poste antérieur. Ses biographes y voient tous une conséquence de son conflit avec Zinoviev. Le camarade Molotov, naturellement, avait eu l'idée de changer de poste, et Zinoviev... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.